Les Iraniens sont prêts à enlever les gants et à se lancer dans une guerre totale au Moyen-Orient. La campagne de pression du président Trump ne les fait pas vraiment reculer ni s'effondrer, mais ils sont prêts à s'étendre et peut-être à exploser. On verra bien comment ça va tourner pour notre camp. Probablement pas très bien. Il se trouve aussi qu'il y a des problèmes dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui pourraient pousser tout ça vers une scène encore plus large. C'est une journée vraiment, vraiment importante qu'on vient de vivre, avec des signes très inquiétants sur ce qui pourrait arriver dans l'avenir. Et puis, c'est notre briefing habituel du week-end, celui où on vous donne le meilleur de ce qu'on a appris cette semaine et les infos les plus importantes des dernières 24 heures. Et franchement, celle d'aujourd'hui, c'était du lourd. Commençons par la plus grande actualité, ici, au Moyen-Orient. L'Iranien, attendez, que je retrouve le bon titre. Oui, l'Iranien, le conseiller principal du guide suprême, le général de division Mohsen Rezaei, a déclaré vendredi qu'une guerre plus large au Moyen-Orient pourrait éclater après plusieurs jours de combats intenses. Il a averti qu'une offensive à grande échelle pourrait reprendre si les frappes militaires américaines ne cessent pas. C'est ce qu'a rapporté The Hill ce matin. L'Iran ne se limitera plus à des ripostes équivalentes et plus aucune frontière politique ne sera sûre. Et dans d'autres messages qu'il a publiés, parce qu'il a donné une interview télévisée hier soir à la télévision iranienne, il est allé un peu plus loin en disant qu'il ne restait que 2 ou 3 jours. C'était la situation vendredi soir. Donc, potentiellement, dès lundi ou mardi, l'Iran pourrait changer complètement ses conditions. Et tout ça s'inscrit dans un contexte où, pour toutes les raisons pratiques, les États-Unis sont revenus à un état de guerre total. Vous vous souvenez, il y a un peu plus d'une semaine, le président Trump avait déclaré que le cessez-le-feu était terminé et que le protocole d'accord était mort, en gros. Et il a tenu parole. Au cours des 7 derniers jours consécutifs, je n'ai pas encore vu s'il y a eu des attaques ce matin, mais pendant 7 jours d'affilée, parfois plusieurs fois dans la même journée, les États-Unis ont frappé plusieurs cibles à travers l'Iran. L'un des gros problèmes que j'ai avec tout ça, c'est que ça ne semble pas du tout s'appuyer sur une véritable stratégie. On a vraiment l'impression qu'on frappe des cibles simplement parce qu'on le peut. Elles sont visibles, accessibles, alors on les attaque. On continue de dire que tout ça concerne surtout ceux de Bandar Abbas. Ce qu'on affirme, c'est qu'on vise des installations de missiles, des sites de drones, des zones de production, de stockage et la capacité de contrôler le détroit d'Ormuz. Et bien sûr, comme je ne cesse de vous le répéter et de vous le montrer clairement, les moyens concrets de contrôle du détroit d'Ormuz, côté iranien, reposent sur 6 ou 7 capacités différentes. Mais leur véritable atout, celui qui n'est absolument pas négociable, ce sont leurs usines de missiles disséminées dans tout le pays. Et celles-là, on ne les touche même pas. On ne les attaque pas du tout. On frappe des cibles sur la ligne de front, sur le littoral, en gros, sur les côtes et les zones maritimes de l'Iran, parce qu'on peut les atteindre et qu'on peut en tirer de belles vidéos. On envoie toujours ces drones qui filment, et puis quand ça explose, enfin, tout ça c'est pour le spectacle, pas pour des raisons militaires. Intéressant d'ailleurs, je suis content que vous ayez montré celle-là, c'est l'un des grands ponts qui ont été détruits. C'est justement l'un des points sur lesquels les Iraniens avaient mis en garde, et c'est sans doute ce qui a provoqué les déclarations du général Reza ici. Mais bon, on en parle comme si c'était crucial, parce que c'est ce que beaucoup ont affirmé. Je crois même qu'on a montré hier certains partisans de la guerre sur Fox News. Ils ont dit « Ah, c'est important, parce que ça coupe la logistique, pour ravitailler les gens en première ligne, etc. » Et quelques heures plus tard, les gens ont remarqué. Remettez cette image si vous pouvez la même. Je veux montrer quelque chose.
Je pense qu'on peut le voir sur cette photo. Voyons, oui, on le voit. Vous voyez, ce n'est pas une rivière. C'est un lit de rivière asséché. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on voyait d'autres véhicules, des camions, qui contournaient simplement l'obstacle. Ils ont juste pris un peu sur le côté, se sont frayés un passage et les camions ont continué leur route. Donc, en réalité, on n'a rien fait de particulier, sauf que cette cible entrait dans une catégorie que les Iraniens avaient prévenue. Si vous touchez à ça, ce sera un gros problème pour nous. Souvenez-vous, Trump avait déclaré il y a une semaine environ « Moi, je peux détruire tous leurs ponts ». Donc c'était un peu comme un avertissement. Non, cette fois je suis sérieux. On a frappé des installations énergétiques, des centrales électriques. Et ces derniers jours, les Iraniens ont expliqué qu'ils avaient dû publier des avis publics pour demander à la population d'économiser l'électricité, d'en consommer moins, parce que le réseau risquait d'être endommagé. Donc, on s'attaque maintenant à ce que le président Trump a dit, pas encore de manière massive, mais ça va clairement dans cette direction. C'est pour ça que le camp iranien dit, en gros, je suppose que vous ne nous croyez pas. Eh bien, maintenant, vous allez voir. On va voir où tout ça nous mène. Mais ce n'est pas la seule chose que les Iraniens ont déclarée. Ils ont aussi publié, je crois que c'était plus tôt ce matin, un communiqué disant « Nous avons suspendu nos engagements dans le cadre du mémorandum d'Islamabad ». Le vice-ministre des Affaires étrangères, chargé des questions juridiques, affirme que les États-Unis ont violé et suspendu tous leurs engagements prévus par ce mémorandum. Et il ajoute « Nous avons, nous aussi, suspendu nos engagements ». Nous ne les mettons pas en œuvre. Nous nous concentrons sur la défense du pays. Donc, vous voyez, toute cette idée de faire semblant, de maintenir une façade, de donner une belle image en disant « Très bien, on essaie de garder le protocole d'accord en vie, surtout quand il s'agit du détroit d'Ormuz. Voici notre voie autorisée. Si vous la suivez, vous pouvez passer. Si vous prenez le couloir sud, Roumanie, vous ne passerez pas. Mais maintenant, ils disent « Vous savez quoi? Laissez tomber, on ne fait plus rien. » Et en réalité, il suffit de regarder les principales exigences du côté des États-Unis dans ce protocole. C'était le retrait immédiat des sanctions sur l'énergie. On a fait ça pendant quelques jours, puis on l'a remis en place et on en a ajouté de nouveaux par-dessus. Ce qui, soit dit en passant, constituait aussi une violation explicite du protocole d'accord. On avait promis de ne pas le faire. Aucune libération des fonds, les fonds gelés, les milliards de dollars qui devaient être débloqués dès le départ, n'a jamais eu lieu. Et bien sûr, le fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars, tout ça ne se fera jamais non plus. Beaucoup de choses devaient se passer dès le début, et maintenant, rien de tout cela n'a eu lieu. Donc on ne le respecte pas. Eux non plus. On est de retour en guerre. En réalité, on est déjà revenu à une guerre totale. Alors comprenez bien ceci. Tout ce qu'on a fait, à partir du 8 ou du 9 avril environ, quand on a eu le cessez-le-feu, puis qu'on est passé au blocus en essayant de négocier un protocole d'accord. À ce moment-là, Trump répétait 39 fois cette phrase devenue célèbre. On a un accord, il nous supplie pour un accord, et ainsi de suite. Finalement, on a obtenu cet accord. Et puis en quelques jours, et je vous l'ai montré dans les émissions de ces derniers jours, on a commencé à modifier les conditions, à revenir sur les engagements qu'on avait pris, donnant l'impression qu'on cherchait en réalité à relancer la guerre. Et quand on regarde ce qu'on a frappé ici, c'est un rapport de Dropsite News. Ce sont les cibles attaquées mercredi, jeudi et vendredi. Et quand on regarde la ligne du bas, le total, tout est là. Les forces américaines ont frappé 9 ponts, 2 aéroports, un nœud ferroviaire et un tunnel routier depuis mercredi. Et d'ailleurs, ce même tunnel routier, un grand, pas très loin de Bandar Abbas,
a été remis en service complet en 10 heures à peine. Ce genre de choses arrive tout le temps en temps de guerre. Beaucoup de ces installations pétrolières que vous voyez en flammes, ces ponts détruits, c'est comme ça que ça se passe pendant un conflit. On vise aussi des sites de production d'électricité. On l'a vu bien sûr tout au long de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et ça se reproduit ici. Quand on frappe une cible, les gens se mettent à la reconstruire. Certaines choses sont plus difficiles que d'autres, comme le champ pétrolier de Pars, par exemple. Apparemment, ça va prendre quelques années pour être terminé si on arrive à intégrer cette partie-là. Donc, certaines choses sont plus compliquées à faire, mais on essaie de réparer ce qu'on peut. Par exemple, quand un pont est détruit, les camions contournent simplement. L'entrée d'un tunnel est touchée, mais évidemment, on ne peut pas détruire le tunnel lui-même. Il est sous une montagne. Mais apparemment, on a frappé les deux extrémités. Ils ont sorti des chargeuses. Rien de très sophistiqué, ils ont juste dégagé les débris, et maintenant les tunnels fonctionnent de nouveau. C'est comme ça que ça se passe. Donc au final, l'impact militaire n'est pas si important. Même si ces cibles n'étaient pas civiles mais militaires, ça ne provoque qu'une perturbation limitée, parfois de quelques heures seulement. Et voilà. Donc, en réalité, vous n'arrêtez rien du tout. Et toute personne qui connaît un peu les affaires militaires le comprendrait. Elle saurait qu'en prenant ces mesures, on ne limite pas vraiment la capacité de l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz. Il faut bien comprendre ça. Et les deux éléments que je viens de vous montrer sur certaines de nos images récentes illustrent très clairement que tout cela n'a absolument aucun sens, du moins sur le plan militaire. Ce qui n'est pas insignifiant, en revanche, c'est que cela met davantage de pression sur la partie iranienne, qui risque d'intensifier ses attaques. Parce que les cibles mentionnées à l'instant par Dropside News ne sont pas les seules. Nous avons aussi frappé une usine iranienne de dessalement, et vous avez vu que près de 10 000 personnes se sont retrouvées sans eau. Et je crois qu'on vous l'a déjà dit, frapper une usine de dessalement iranienne, c'est une chose. Je vais vous montrer une carte dans un instant pour que vous voyez où elle se trouve. Mais en Iran, seule une toute petite partie de l'eau provient du dessalement, parce qu'ils ont des montagnes, des rivières, d'autres sources naturelles, et ainsi de suite. Donc eux, ils n'ont pas vraiment de problème. En revanche, pour tous les autres, c'est une autre histoire. Comme le souligne ici le professeur Michael Clark, il faudrait peut-être réfléchir à 2 fois avant de viser les usines de dessalement iraniennes. C'est quelque chose qu'ils apprécient avoir, bien sûr, mais ce n'est pas vital, parce qu'ils ont d'autres options. Alors que de l'autre côté du détroit d'Ormuz, la situation est un peu différente. Les Iraniens pourraient attaquer toutes les usines de dessalement tout le long de la côte du Golfe. Il y en a des centaines, et ces usines sont essentielles pour les économies de tous les États du Golfe. On ne peut pas faire grand-chose avec de l'eau de mer, et l'eau douce est vitale, non seulement pour boire, mais aussi pour l'agriculture, pour l'organisation des industries, pour le tourisme, pour tout en fait. La réalité, c'est que les Iraniens n'ont pas besoin d'eau dessalée, mais le Golfe, lui, en dépend. Et parmi ces centaines d'usines, 54 produisent à elles seules 90% de toute l'eau douce utilisée dans le Golfe. Et aujourd'hui, justement aujourd'hui, les Iraniens ont attaqué une centrale électrique au Koweït, qui était aussi une usine de dessalement, ce qui montre bien qu'ils sont prêts à le faire. Oui, c'est bien ce que ça montre. Et d'ailleurs, ça vient directement du côté iranien. Ils ont dit eux-mêmes que c'était un avertissement sur ce qu'ils pouvaient frapper. Et croyez-moi, ce dont parlait le professeur Clark, les Iraniens le savent très bien. Vous voyez ces points bleus ici? Ils représentent la capacité de dessalement. Et on voit que l'Iran en a plusieurs, surtout le long de ses côtes. Mais comme je le disais,
Ils ont toutes ces chaînes de montagnes et tout le reste. Donc, ils ont beaucoup d'eau ailleurs dans le pays. C'est pour ça que les installations du côté iranien sont plus petites. Mais ils en ont quand même là-bas, parce que, regardez cette autre carte. Sur la carte en relief, on voit que les montagnes ne commencent vraiment que beaucoup plus à l'intérieur. Les grandes montagnes, en tout cas. Donc, dans toute cette zone autour du golfe Persique, ou du golfe arabique, comme certains l'appellent, c'est là qu'ils ont besoin d'eau. Parce qu'il est plus simple de faire du dessalement sur la côte que d'acheminer l'eau depuis d'autres régions du pays, que ce soit par canalisation ou par camion. Mais ils peuvent le faire s'ils en ont besoin. Mais on voit bien que quand on regarde ici, d'un autre côté, ce qu'on observe en Arabie Saoudite et dans toute la région, c'est qu'il n'y a pas d'autres points visibles. On distingue juste quelques petits points bleus du côté iranien, plus à l'intérieur, mais rien du tout sur la partie gauche de l'écran, parce qu'il n'y a pas d'autres sources d'eau. Et si le professeur Clark a raison en disant qu'il y a une 50aine de cibles qui contrôlent 90% de l'eau, laissez-moi vous montrer ça, on voit qu'il y a plusieurs zones vraiment étendues, ces grands cercles bleus. Ce sont celles qui ont la plus grande capacité. En haut à gauche, on voit la capacité quotidienne en mètres cubes. Regardez ces plus gros cercles. 1 million de mètres cubes d'eau peuvent être produits. Et pas besoin d'être un génie, darling. Il suffit de frapper d'abord ces plus grosses cibles ici, et là, vous anéantissez toute la capacité du pays. Je veux dire, 54 peuvent produire 90%. Mais si vous touchez certains de ces grands cercles bleus-là, vous parlez de problèmes énormes, vraiment énormes. Et comme vous allez le voir dans un instant, le camp iranien a clairement les yeux dessus. Ils le savent très bien. Nous devrions le savoir aussi. Mais je vais vous dire qu'ils ne semblent pas s'en rendre compte. Jack Keane, lui, n'a pas l'air inquiet du tout. C'est évident que le président Trump leur a laissé autant de marge qu'on pouvait raisonnablement leur en donner. Quand on se souvient qu'on était arrivé à un cessez-le-feu le 8 avril et qu'on avait même un document signé par les deux présidents, le protocole d'accord, eh bien, le seul point vraiment acté dans ce texte, c'était les détroits. Tout le reste, c'était des promesses à venir. Et en quelques jours à peine, ils ont littéralement commencé à attaquer et à prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Donc, la décision du président, j'en ai assez, on va reprendre le contrôle des détroits par la force, c'est la bonne décision. Je sais que je l'ai déjà dit, mais là, c'est une nouvelle déclaration du général Jack Keane, et franchement, je reste perplexe. On ne peut pas être à ce point aveugle. On ne peut pas être aussi ignorant au point de ne pas voir qu'ils ont des capacités qu'ils n'ont pas encore utilisées et qu'ils ont déjà montré qu'ils pouvaient employer à une échelle bien plus large. Je vais vous passer un extrait d'une interview avec le professeur Morandi, diffusée plus tôt aujourd'hui dans l'émission de Nima Al-Horshi. Mais dans un passage que je n'ai pas gardé, il disait « Écoutez, du côté iranien, et j'ai entendu d'autres personnes dire la même chose. Ils sont allés bien au-delà de ce que, selon moi, une personne rationnelle ferait. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils l'ont fait. Et apparemment, c'est pour ça que beaucoup de gens étaient en colère. Le peuple iranien était en colère contre certains de ses dirigeants parce qu'ils pensaient encore « Non, peut-être qu'on peut arriver à un accord. Peut-être que le camp occidental, c'est-à-dire les États-Unis, finiront par reconnaître, face à la réalité qui s'impose à tout le monde, que même sans morale, au moins par pur intérêt, ils pourraient se dire « Bon d'accord, on change de cap, on fait autrement ». Et donc ils se sont dit « On va retenir une partie de ce qu'on faisait, on va limiter certaines frappes, montrer nos capacités, mais sans aller jusqu'au bout, pour garder une voie ouverte ».
Mais on dirait que soit nous sommes tellement arrogants. Vous voyez tout ce que le général Keane vient de dire et l'attitude qui va avec. C'est encore cette idée que nous sommes le parent et que l'Iran est l'enfant récalcitrant qui se conduit mal et que notre patience a des limites. Comme s'il disait « c'est bon, papa a parlé ». Et là, on parle de ces gamins un peu turbulents du quartier. Tu vois, ceux qui font des bêtises. Bon, d'accord, je ne voulais pas en arriver là, mais visiblement, on y va. Donc maintenant, on commence à intensifier les choses. Et on peut se demander, est-ce que Jack Keane s'en rend compte? Est-ce que le président Trump s'en rend compte? Est-ce que ses principaux chefs militaires comprennent ce que je viens de montrer? C'est-à-dire qu'on frappe ses cibles, mais que ça n'a absolument aucun effet. Et certaines des cibles qu'on a touchées, Trump lui-même et Hegseth hier, ont tous les deux publié sur leurs réseaux sociaux une grande tour, une tour qui gère le trafic des pétroliers civils dans le Golfe. On l'a détruite, comme si c'était un objectif majeur, alors qu'elle ne sert qu'à des opérations civiles. L'armée, elle, utilise d'autres systèmes ici. Donc ça ne changera rien du tout. Et même si on fait ça, et trouveront simplement un autre moyen de communiquer. Ce n'est pas difficile à comprendre, ni pour les ponts, ni pour les tunnels. Tout ce qu'on continue de détruire, je suis sûr que c'est remis en service d'une façon ou d'une autre presque aussitôt. Donc, en réalité, vous n'accomplissez rien sur le plan militaire. Mais ce que vous faites, c'est... Oui, voilà, celui-là, merci Gary, et on s'en vante comme si c'était un exploit. Enfin, ce truc est juste là, posé. Il contrôlait le trafic des pétroliers, et ça depuis toujours. On dit « Ah, il était utilisé par les gardiens de la Révolution ». J'en sais rien, peut-être que oui, peut-être que non, mais il servait aussi au trafic civil, pour que les navires puissent traverser la zone du Golfe en toute sécurité. C'était ça, son rôle, et voilà. Donc, tout ça, ça détruit encore un peu plus nos capacités, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais ça n'aura aucun impact sur la guerre. En revanche, ça a un effet sur la façon dont les Iraniens perçoivent la situation. Et vous voyez, ils ont maintenant déclaré « Oubliez le protocole d'accord, c'est fini ». Et si on continue comme ça encore quelques jours, jusqu'au début de la semaine prochaine, les gants vont tomber et ils vont nous montrer ce que ça veut dire, du point de vue iranien. Mais laissez-moi vous montrer une autre personne qui s'est exprimée, et je crois que celle-là, c'était aujourd'hui. L'amiral Howard, à la retraite, est aussi passé sur Fox News. Et si Jack Keane parlait comme un parent à un enfant qui se comporte mal, lui, il va parler encore plus durement. En fait, c'est assez simple. Et comment vous trouvez l'avancement jusqu'à présent? Excellent. Ça montre bien que l'administration peut faire tout ce qu'elle veut, et non seulement ça affaiblit sa capacité d'action dans le Golfe, mais en plus, ça souligne à quel point elle est faible face aux gardiens de la Révolution. La grande inconnue maintenant, c'est ce que l'Iran va faire ensuite, et c'est ça qui va déterminer la stratégie à venir. Est-ce qu'on va encore monter d'un cran? Moi, je pense qu'on devrait, mais tout dépend du président. Il peut faire ce qu'il veut pour essayer de les forcer à capituler. C'est insensé. C'est insensé de croire qu'on peut faire tout ce qu'on veut et que ça va les forcer à capituler. Sérieusement, il sort d'un coma ou quoi? Il dormait depuis le 28 février de cette année. Il n'a pas vu que, pendant 40 jours, on a essayé de les contraindre à capituler, à faire tout ce qu'on voulait, et qu'au final, tout ce qu'on a fait, c'est faire exploser des tas de choses en surface avant de subir des pertes énormes. Israël a énormément souffert aussi. Il a raté cette partie-là. Il a raté les 13 Américains tués, les 400 blessés et les autres encore touchés ces derniers jours en Jordanie et peut-être ailleurs. Il a vraiment manqué tout ça? C'est ironique que je dise ça, parce qu'apparemment non. Plus tard, dans la même interview, on lui a demandé « Et la réponse iranienne alors ?» Et il a répondu « C'est rien ».
Il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter. Oui, ils font un peu de choses par-ci, par-là, mais c'est sans importance. Je pense que c'est peut-être un lapsus freudien, parce qu'il se rend compte que nos actions offensives, elles, ne sont pas insignifiantes. En revanche, ce qu'on reçoit, ça l'est beaucoup plus, parce que du côté iranien, ils s'étaient préparés depuis 20 ans. Ils ont mis tout ce qui est critique sous terre, hors de portée de tout ce qu'on possède. Alors que nous, de notre côté, on a tout laissé en surface, là où tout peut être touché. Et il y a eu une frappe cette semaine. On n'a pas gardé la séquence, j'aurais aimé la voir. Mais vous l'avez peut-être vu, sur l'une de nos bases touchées ces derniers jours, un simple drone Shahid est arrivé en plein jour et a frappé une base américaine. Et là, je me dis, mais enfin, on n'a littéralement aucune défense aérienne. C'est une chose si quelques missiles balistiques passent, parce qu'on sait bien que les PAC-3 ne peuvent pas tous les intercepter. Mais quand même un PAX-2, les anciens modèles, et bien sûr un PAC-3, ils devraient tous pouvoir les abattre. On devrait être capable de toucher chaque drone qui entre dans notre espace. Mais non, on ne l'a pas fait. En plein jour, ça a frappé directement nos installations là-bas. Et lui, il continue de dire « on peut faire tout ce qu'on veut ». Et bien sûr, le président Trump regarde Fox News. Il écoute ce genre de discours, et ça flatte son ego. Donc forcément, c'est ce qu'il a envie de faire. D'ailleurs, je l'ai mentionné plus tôt aujourd'hui, le professeur Morandi était avec Nima Al-Orshid, et il disait qu'il vaudrait peut-être mieux reconsidérer cette idée. D'après ce qu'on entend du côté iranien, les Iraniens vont frapper plus fort. De plus en plus, ils vont commencer à viser des infrastructures critiques, parce que les Américains frappent les infrastructures critiques iraniennes, et les Iraniens veulent s'assurer qu'ils ne s'en sortent pas impunément. Il faut bien se rappeler que l'Iran n'a pas commencé la guerre. L'Iran n'a pas relancé la guerre. L'Iran n'a pas initié l'escalade. Mais l'Iran l'a répété à plusieurs reprises, et je l'ai dit moi-même pendant les 40 jours de guerre, la guerre du Ramadan. Si cette guerre s'intensifie, ces pays seront détruits. C'est une déclaration assez forte, surtout la dernière partie, quand on dit que ces pays seront détruits. Pas simplement frappés, mais détruits. Alors, quelles sont les deux choses qu'on peut frapper pour les détruire? La première, c'est sur le plan financier. On peut viser leurs infrastructures pétrolières, leurs infrastructures de gaz naturel, parce que toute leur économie en dépend. Et la deuxième, de manière physique, c'est de s'en prendre aux usines de dessalement d'eau. Parce que ces pays ne peuvent pas, ils ne peuvent littéralement pas survivre sans eau. Quelle que soit la quantité d'eau qu'ils ont en réserve en ce moment, si on s'attaque à ces gros points que je vous ai montrés tout à l'heure sur la carte, là où les pays arabes ont leurs ressources en eau, on voit bien qu'il n'y a pas d'alternative. On parle de millions de personnes qui dépendent de ça chaque jour. Si on détruit ces infrastructures, on peut littéralement anéantir le pays. Si on s'en prend à la fois à leur pétrole et à leur eau, on peut complètement détruire leur structure, tout simplement. Est-ce que ces gens ne se rendent pas compte? Les Jack Keane, les amiraux Howard, Cooper, les généraux Keane, le secrétaire Hegseth, est-ce qu'ils comprennent vraiment à quoi ils jouent? On joue avec le feu. L'Iran a déjà montré qu'il pouvait frapper ses cibles. Ils viennent de le prouver en touchant une usine de dessalement d'eau au Koweït. On n'a pas pu l'empêcher. On n'a même pas réussi à arrêter un fichu drone Shahed. Alors oubliez un missile balistique, même sur notre propre base. Et tout ce que l'Iran a à faire maintenant, c'est d'inonder la zone avec un grand nombre de drones, un grand nombre de missiles balistiques, et on ne pourra pas les arrêter. Ils vont frapper. Donc s'ils veulent viser ces cibles, le pétrole ou l'eau, ils vont les frapper. Je ne sais pas si on est aveugle à ça, ou si d'une certaine manière on l'accepte
et qu'on essaye même de pousser l'Iran à faire exactement ça. Je ne sais pas. C'est une voie vraiment sombre, très sombre, si c'est ce qu'on fait. Mais je ne suis pas sûr que ce soit moins grave que le chemin d'ignorance sur lequel on s'engage. Et d'ailleurs, il se trouve qu'il y a une autre voie, celle que le professeur Morandi a mentionnée plus tôt, nous aussi d'ailleurs. Mais il y avait encore une chose, en plus de tout ça, que l'Iran pourrait faire, et que le professeur Clark a également évoqué dans son analyse. La deuxième chose qu'ils ont, c'est le détroit de Bab el-Mandeb. Les Houthis ont déjà montré, il y a un an, qu'ils pouvaient fermer le détroit de Bab el-Mandeb en attaquant les navires qui y passent. Ils pourraient très bien le refaire. Pour l'instant, ils ne l'ont pas encore fait, mais ils s'y préparent. Et plus encore, les Houthis collaborent avec Al-Shabaab en Somalie. Depuis un an, le groupe djihadiste somalien discute avec eux. On sait que les Houthis leur ont fourni des drones, notamment le drone Samad et des drones à vue à la première personne. Ils leur ont même appris à s'en servir. Donc si Téhéran donne l'ordre aux Houthis et que les Houthis coopèrent avec Al-Shabaab en Somalie, ils peuvent rendre toute cette zone au sud de la mer Rouge et une partie de la mer d'Arabie extrêmement dangereuse. Ils pourraient fermer le détroit de Bab el-Mandeb, tout comme le détroit d'Ormuz. Et l'un des autres points que le professeur Morandi a évoqué, je vous recommande vraiment d'aller écouter cette intervention si vous voulez comprendre où en est la pensée iranienne aujourd'hui, c'est qu'il est, de toute évidence, très étroitement lié à l'équipe de négociation à Téhéran. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils l'ont fait intervenir sur pratiquement toutes les chaînes de télévision, au Moyen-Orient comme en Europe, pour que les gens sachent ce qui se passe. Ils veulent faire passer ce message. Donc oui, il est vraiment bien connecté. Il a aussi parlé non seulement des Houthis et du groupe présent en Somalie, mais il a souligné qu'il existe en Irak une capacité importante et en pleine expansion. Oui, en Irak. Il a précisé qu'il y a, au moins parmi ces groupes, une organisation appelée Kataib Hezbollah, à ne pas confondre avec le Hezbollah libanais. Ce sont bien deux groupes distincts. Ils partagent juste une partie du nom, c'est tout. Mais il a dit, écoute, ils ne sont plus sous sanction depuis longtemps. Ils n'ont pas été attaqués non plus. Et il a ajouté qu'ils sont plus grands, mieux financés et mieux armés qu'Hezbollah au Liban. Donc selon lui, ils pourraient aussi être activés et ouvrir un nouveau front ici. Il y a des rumeurs qui circulent, encore de nouvelles rumeurs, et c'est complètement fou, vraiment fou. Mais certaines personnes disent encore qu'on pourrait peut-être faire participer les Kurdes d'Irak et d'autres dissidents comme les Moudjahidines du peuple, ce groupe anti-iranien qu'on qualifiait autrefois d'organisation terroriste. Maintenant, je ne sais pas. J'imagine qu'on les soutient. John Bolton, en tout cas, est clairement un grand ami à eux. Mais maintenant, ils en reparlent. Tu vois, ils se disent, peut-être qu'on pourrait revenir à cette idée, les utiliser comme force terrestre, qu'ils attaquent depuis le nord-est et qu'ils commencent à avancer. Et puis peut-être qu'on pourrait envoyer quelques soldats américains dans le Golfe pendant que l'Iran est occupé là-bas, et ensuite ils pourraient remonter par ici. Et les Iraniens répondent oui, on est parfaitement au courant. En fait, certains récents commentaires disent même on le souhaite, on le désire. Rien ne nous rendrait plus heureux que de vous voir envoyer des troupes au sol, parce qu'on les laissera atterrir, on les laissera entrer sur le territoire, et ensuite on les pulvérisera méthodiquement. Et encore une fois, si tu es un jeune lieutenant, ou même un simple soldat, tu peux probablement regarder cette carte et comprendre ce qui arriverait à n'importe quelle force qui attaquerait d'où que ce soit. Si on regarde vers le nord-est, dans le coin supérieur gauche, c'est de là que certains de ces Kurdes pourraient venir. Ou bien, si on regarde le long de la côte, on peut débarquer parce qu'on voit un peu de vert à cet endroit. Ça veut dire que ce sont des zones de basse altitude,
pas très différente de l'Irak. Donc si vos navires arrivent à atteindre ces zones et à y accoster, c'est possible de débarquer. Mais ensuite, tout ce qui vient de n'importe quelle direction doit traverser toutes ces montagnes difficiles. Et ce serait du suicide pour n'importe quelle force terrestre. Surtout si c'est juste un petit groupe désorganisé, comme des Kurdes ou d'autres, qui se battent peut-être au Kurdistan ou dans certaines régions de Syrie où ils étaient déjà avant. Eux, ils peuvent se battre dans ces zones locales-là. Mais tu parles d'attaquer à travers des montagnes. Là-bas, tous les avantages sont du côté de la défense. Ce serait du suicide pour une infanterie qui n'est même pas une armée professionnelle, pas un État-nation avec toutes les capacités, les blindés, l'infanterie mécanisée, l'artillerie, les drones, les forces de frappe, l'aviation, les missiles. Même si tu avais tout ça, comme les États-Unis ou les forces de l'OTAN, il faudrait être complètement fou pour tenter le coup. Tu te ferais littéralement broyer parce que les défenseurs peuvent se protéger contre la plupart de ces moyens. Il faut passer par des couloirs très étroits, tu vois, entre certaines montagnes, dans des passages rocheux, et il n'y a tout simplement pas moyen de les éviter. Tu deviens une cible facile. C'est pour ça qu'ils disent « Allez, venez ». Ils seraient ravis, parce que c'est leur terrain, leur maison. Ils se battront pour ça, et ça, c'est dur. Et en plus, ils savent exactement où sont les points d'étranglement, les zones les plus vulnérables. Nous, on avancerait à l'aveugle. On peut faire un peu de reconnaissance, oui, mais personne ne connaîtra le terrain comme eux. Personne n'aura tout préparé, les embuscades en place, ni ne saura comment écraser tout ça. C'est insensé. Ce serait du suicide de le faire. J'espère vraiment que ce ne sont que des propos absurdes ou une idée stupide de croire que ça ferait peur à l'Iran. En réalité, ils en seraient presque jaloux et ils espéreraient que ça arrive, parce que là, ils pourraient littéralement détruire notre armée et n'auraient plus rien à craindre. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on le fasse. C'est pour ça qu'ils nous poussent à le faire. Bien sûr, ils subiraient aussi des pertes, ça ne fait aucun doute. Mais ils pourraient nous infliger une véritable défaite militaire si on tentait quelque chose d'aussi insensé. On n'était même pas aussi fous pendant la guerre du Vietnam. Je veux dire, on se battait encore seulement là où on avait un certain avantage, ou au moins une capacité à ne pas se faire piéger. La jungle, c'était déjà assez dur, mais c'était dur pour tout le monde. Là, ce serait surtout difficile pour la force qui attaque, parce que c'est une tâche militaire bien plus compliquée, même plus que dans la jungle. Alors espérons qu'on n'ira pas jusque-là. Mais au fond, le problème, c'est qu'on n'a aucun terrain favorable ici. On n'a aucun avantage, malgré ce que dit le général Keane, malgré ce que dit l'amiral Howard, malgré ce que, visiblement, le président Trump pense, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Eh bien non, on ne peut pas. On ne peut pas, mes amis. Voilà ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. On verra bien où tout ça nous mène. Encore une chose sur cette phase actuelle, mais sur un autre sujet, avant même de parler des points positifs qu'on a découverts cette semaine. C'est à propos de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Dans la nuit, il y a eu une attaque du côté ukrainien, en territoire russe, contre ce qu'on appelle le site Wildberries, près de Moscou. C'est un peu comme un centre de livraison ou de distribution, à la manière d'Amazon. Zelensky, je crois que c'est lui qui a publié les vidéos que vous voyez en ce moment. Évidemment, il a complètement détruit cet endroit avant de repartir. Il y avait plusieurs cibles, je crois que 3 sites différents ont été touchés. Et regardez bien certaines images, ce ne sont pas des nuages, non. C'est la fumée de ces incendies qui brûlaient. Tu vois ça? C'est énorme. Impossible de cacher ça. Et ça va rendre beaucoup de gens en Russie encore plus en colère. En revanche, ça va rendre Zelensky très heureux, au moins pour aujourd'hui. Mais la vraie question, c'est où est-ce que tout ça va mener? Parce que regarde,
La Russie parle déjà, et depuis un moment. On a vu à la fois Lavrov et le président Poutine dire que peut-être il est temps de porter tout ça du côté européen. Il faut bien comprendre que Zelensky, à lui seul, n'a pas la capacité de mener ce genre de frappe jusqu'à Moscou. Dans son exposé, il se vantait de la portée, de la distance parcourue. Et bien sûr, le camp ukrainien fait beaucoup. Ils produisent énormément. Mais sans les composants électroniques, sans le ciblage, sans les images satellites, sans le renseignement venu de l'Ouest, ça n'arriverait tout simplement pas. Et ça concerne aussi les États-Unis. Ça concerne la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et ainsi de suite. Et c'est tout ce que ça va faire. D'abord, il y avait presque certainement du matériel militaire dans ce transport. Ce n'était pas seulement du matériel civil. Mais ça, c'est quelque chose qui va toucher les Russes de l'autre côté de la frontière. Ils ne vont plus pouvoir recevoir les colis et les produits qu'ils ont commandés. Et ça va les énerver. Ça va pas leur causer de vrais dommages, mais ça va vraiment les mettre en colère. Et qu'est-ce que font les gens quand quelque chose explose dans leur pays? Ils vont faire pression sur Poutine pour qu'il réagisse. Même ces frappes sur les raffineries, avec ces énormes panaches de fumée, comme on en a vu récemment à Saint-Pétersbourg, ou encore d'autres attaques à Moscou. Cela rend le peuple russe de plus en plus en colère, et ça pousse de plus en plus à vouloir porter le combat en Europe de l'Ouest. Sans le soutien de ces pays, l'Ukraine ne pourrait pas faire ce que vous voyez à l'écran en ce moment. C'est l'un des grands enjeux. Alors, si le président Poutine subit des pressions à cause de ça, il y a eu autre chose, plus tôt dans la journée, qui, à mon avis, va attirer encore plus d'attention. Et c'est quelque chose qui va paraître vraiment dur. Il y a eu une rencontre entre Friedrich Merz d'Allemagne et Emmanuel Macron de France. Et dans cet extrait, ils vont parler d'un sujet qui jusqu'ici était déjà sur mon radar. Mais je peux vous assurer qu'il est désormais sur celui de Moscou. J'ai accepté la proposition du président français de réfléchir ensemble à la dissuasion nucléaire, pour la première fois peut-être dans l'histoire. Il y a déjà une offre de Charles de Gaulle à la République fédérale d'Allemagne d'étendre le parapluie nucléaire au territoire allemand. L'Allemagne ne l'a jamais accepté. Et à l'époque, ce n'était pas nécessaire, parce que nous vivions dans un autre monde. Mais le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui exige de nouvelles réponses. Nous allons donc, pour la première fois, participer à un tel exercice de manière conventionnelle, afin de voir où nous pouvons atteindre des objectifs communs, à savoir une meilleure dissuasion en Europe. Et cela restera complémentaire à ce que nous faisons déjà ensemble, l'Allemagne et la France, dans le cadre de la participation nucléaire, y compris au sein de l'alliance de l'OTAN. Alors, ce qu'ils disent, c'est « Écoutez, à l'époque, le président français Charles de Gaulle avait proposé quelque chose du genre. Et si on offrait à ce qui était alors l'Allemagne de l'Ouest une protection nucléaire? Mais comme il y avait l'Allemagne de l'Est juste à côté, littéralement sur la ligne de front entre l'Est et l'Ouest, les Allemands ont répondu « Non, je ne pense pas. On préfère rester sous le parapluie américain. On ne veut pas créer de tensions supplémentaires. » Donc, pour diverses raisons, ils ont dit non à ce moment-là. Et maintenant, tout d'un coup, on a le président français et le chancelier allemand qui disent « Peut-être qu'aujourd'hui, on peut le faire. Peut-être qu'on peut envisager cette dissuasion nucléaire. » Autrement dit, le parapluie nucléaire de la France ne couvrirait plus seulement son propre territoire, mais s'étendrait vers l'Est pour inclure l'Allemagne. L'Allemagne a déjà envoyé une partie de ses troupes terrestres conventionnelles dans les pays baltes, une brigade blindée. Apparemment, elle prévoit d'y déployer jusqu'à une division blindée à un moment donné dans le futur. Son objectif, bien sûr, c'est de constituer la plus grande force conventionnelle du continent. C'est ce qu'elle vise.
Il parle de se préparer à une guerre avec la Russie d'ici 2030. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer à Moscou? Tu penses que premièrement, Moscou va se dire quoi? Ils vont s'allier sur le nucléaire avec la France et se rapprocher encore plus. Eh bien, on ferait mieux d'arrêter tout ce qu'on fait. On se met à couver, on trouve un accord sur la guerre en Ukraine, on fige la situation sur la ligne de front actuelle. Et surtout, espérons qu'ils ne fassent rien de plus. Alors, ça c'est l'option A. Ou bien option B, tu crois vraiment qu'ils vont dire « Ouais d'accord, comme tu veux ». Non, ils vont plutôt répondre « Absolument pas » et t'expliquer à quel point c'est une idée désastreuse. La Russie, c'est la plus grande puissance nucléaire de la planète, plus encore que les États-Unis. Est-ce que quelqu'un pense sérieusement que la France, avec ses installations nucléaires relativement modestes et son nombre limité d'armes, en les étendant à l'Allemagne, va faire peur à Moscou? La seule chose que ça pourrait provoquer, c'est que Moscou se dise qu'il n'y a plus aucune raison de se retenir. Parce qu'en ne faisant rien, cet empiètement qui a commencé avec l'élargissement de l'OTAN vers l'Est en est maintenant à parler d'infrastructures militaires physiques qui avancent encore plus à l'Est, de forces allemandes qui se déplacent vers l'Est, qui grossissent et qui prévoient de s'étendre encore davantage avec le temps. Alors, la Russie devrait-elle simplement rester les bras croisés et regarder tout ça se dérouler sans rien faire? Ou bien agir dès maintenant? On peut le comprendre facilement si on met de côté son point de vue national, peu importe le pays d'où on regarde. Si on se place simplement d'un point de vue humain, que ferait le camp A avec ses capacités face au camp B qui a les siennes et des alliances militaires ailleurs? Que va faire le camp A si le camp B commence à faire ce que font les Français et les Allemands, sur le plan conventionnel comme sur le plan nucléaire? Ce n'est pas bien compliqué à deviner, franchement. On met de plus en plus la Russie dans une situation où elle va devoir agir, probablement plus tôt que tard. Elle ne va pas attendre que les choses se propagent. Elle ne va pas attendre qu'elles deviennent opérationnelles, parce que ce serait stupide, à mon avis, surtout avec la pression que Zelensky continue d'exercer régulièrement en ce moment. La Russie tire depuis longtemps des missiles à longue portée, des drones et tout le reste sur l'Ukraine, causant énormément de dégâts. Mais ce n'est pas suffisant pour la faire sortir de la guerre. Et les frappes ukrainiennes, elles non plus, ne feront jamais sortir la Russie de la guerre. Elles vont juste l'agacer. Ça va les mettre en colère. Ça va les pousser, comme on l'a vu avec les Iraniens, à chercher des voies de contournement, des méthodes alternatives, d'autres moyens, et à déplacer leurs installations ailleurs. Ils vont continuer à renforcer leur défense aérienne. C'est un pays immense. On ne peut pas tout défendre. Aucun pays n'est conçu pour que tout son territoire, toutes ses infrastructures civiles, disposent d'une défense aérienne de premier plan. C'est tout simplement impossible. C'est pour ça que le renseignement américain est si crucial, tout comme celui de l'Europe de l'Ouest, parce qu'il permet de repérer où se trouvent les défenses et où il reste encore des zones non protégées. Et donc, ils peuvent les diriger jusque-là. C'est pour ça que les Russes sont tellement en colère. Mais il n'y en a pas tant que ça, parce que la Russie continue d'améliorer sa défense aérienne dans tout le pays. Et comme le pays est immense, même quand il y a des frappes comme celle-ci, ou sur les usines de retraitement, les raffineries de pétrole, et ainsi de suite, eh bien, quand elles sont touchées, ils commencent à les réparer. Mais ils ont aussi des solutions de rechange. Ils ont des stocks, des réserves, etc. Ils peuvent contourner le problème. Mais combien de temps pensez-vous qu'ils vont simplement encaisser ces missiles, ces drones, ces frappes destructrices, ici et maintenant, tout en observant sous un parapluie nucléaire? D'abord, c'était une alliance militaire, l'OTAN.
Maintenant, c'est un parapluie nucléaire. Et tout ça continue de s'étendre vers l'Est. Ça va pas bien se passer pour notre camp. Ça n'apportera ni paix ni sécurité à l'Allemagne. Et ça ne donnera pas plus de pouvoir à la France. Au contraire, ça risque surtout de mettre une grande cible rouge sur l'Allemagne et de pousser la Russie à attaquer plutôt que de la dissuader. Cela pourrait même provoquer une attaque de la Russie. Et bien sûr, à ce moment-là, on pourrait se retrouver dans une guerre mondiale. Alors pour l'instant, réfléchissez simplement à tout ce dont on a parlé ce matin. Au Moyen-Orient, on est peut-être sur le point, à cause des actions insensées des États-Unis contre l'Iran, de pousser l'Iran à intensifier ce qu'il fait et à élargir les cibles qu'il compte frapper. Cela pourrait inclure des usines de dessalement, des infrastructures énergétiques dans nos pays du Golfe, dont dépend toute l'économie mondiale, pour une part essentielle de l'approvisionnement global. Cet approvisionnement est déjà perturbé, mais il pourrait être durablement, voire définitivement, endommagé. Le conflit pourrait aussi s'étendre jusqu'au détroit de Bab el-Mandeb, et ainsi de suite. Tout cela pourrait littéralement dévaster l'économie mondiale. Et puis, ici en Europe, on voit maintenant des puissances européennes qui vont jusqu'à mettre le doigt sur la poitrine de la Russie, en lui disant « Vas-y, je t'attends ». Je te mets au défi de faire quelque chose. On en parle, on lit là-dessus depuis des mois. Je le sais bien. Mais moi, je vais passer à l'action, encore plus. Je te mets maintenant 2 doigts sur la poitrine et je te dis, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? C'est exactement ce qu'on fait. Et tôt ou tard, la Russie va réagir. Tout comme, apparemment, on est en train d'y arriver, l'Iran va aussi réagir. Et là, on va voir où on en est vraiment avec nos forces nationales. Bon, écoute, certains de nos invités cette semaine ont aussi eu des choses intéressantes à dire. Patrick Henningsen, par exemple, a abordé justement ce sujet dont je viens de parler. Est-ce que les États-Unis sont encore une puissance militaire dominante à l'échelle mondiale? Les États-Unis ne sont plus une superpuissance dans le Golfe Persique. Désolé de vous l'apprendre, mais vous avez en gros abandonné un grand nombre de vos bases. Votre présence militaire n'est plus qu'une fraction de ce qu'elle était auparavant. Rien que sur cette base-là, les États-Unis se trouvent dans une position incroyablement faible dans la région. Alors, même si tout ce processus d'affaiblissement est en cours, et même si les États-Unis affichent de beaux chiffres sur le nombre de personnes qu'ils ont tuées, les bateaux qu'ils ont détruits, ou les infrastructures qu'ils ont endommagées en Iran, où tout cela va-t-il mener dans un an? Est-ce que l'Iran va brandir le drapeau blanc à Noël ou après les élections de mi-mandat? Est-ce que les États-Unis seront dans une position plus forte ou plus faible? Je ne peux que regarder les faits, Daniel. Et ce qu'ils montrent, c'est que les États-Unis deviennent de plus en plus faibles dans la région et que cette tendance va continuer. Ce sont des changements tectoniques irréversibles dans la géopolitique et dans la projection de puissance dans la région. Et rien ne viendra les inverser. C'est justement une des questions que je posais. Est-ce que Jack Keane ne le sait pas? Est-ce que l'amiral Howard ne le sait pas non plus? Je n'en sais rien. C'est intéressant. Patrick Henningsen a dit ça plus tôt cette semaine. Et puis aujourd'hui, Abbas Araghchi, ce matin même, heure de chez nous, a déclaré « Nous ne considérons pas les États-Unis comme une superpuissance et nous avons montré au monde entier qu'ils ne le sont pas. » Parce que, franchement, regardez ce qui se passe jusqu'à présent. Peu importe ce qui arrivera la semaine prochaine, peut-être dès lundi, regardez déjà ce qui s'est produit. On n'a pas pu protéger le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn. On n'a pu protéger aucun de ces États. On n'a pas pu protéger nos bases dans la région. On n'a même pas pu protéger Israël. Toute notre technologie, toute leur technologie réunie,
Les missiles continuaient de pleuvoir et ils atteignaient toujours leur cible. Quand ils veulent frapper quelque chose, ils le frappent. On vous a montré beaucoup d'images satellites avec une précision incroyable, en plein milieu d'un bâtiment. Ils ont la capacité de détruire des navires dans le détroit d'Ormuz. Tout ce que nous avons fait pour essayer de les arrêter n'a pas fonctionné. Et maintenant, on va peut-être découvrir que malgré toute notre puissance, malgré tout ce que nous avons déployé, nos missiles JASSM et de croisière, nos Tomahawk, nos intercepteurs THAAD, nos PAC-3, nos fameuses forces aériennes, nos missiles air-sol, les Attack-MS, les HIMARS, tout cela réuni n'a pas réussi à faire plier l'Iran. Même cette escalade, avec les nouvelles attaques contre les systèmes énergétiques, les ponts ou les infrastructures civiles, rien de tout ça n'a aidé. Rien n'a provoqué leur capitulation et rien n'a réussi à leur retirer leur pouvoir. Rien que pour ça. Déjà, quand on y pense, si on n'arrive même pas à faire plier l'Iran, qui était une puissance de 3e rang, même s'ils avaient des capacités importantes avec leurs drones et leurs missiles, ça a toujours été le cas. Mais en termes de puissance nationale globale, ils n'ont aucune capacité à projeter leurs forces. Ils peuvent seulement défendre leurs frontières. Et quand je dis défendre, ça veut dire frapper leurs adversaires régionaux, c'est-à-dire les États-Unis. Ils peuvent faire ce geste, oui, mais c'est tout. Ils n'ont pas d'armée. Ils ne peuvent envahir personne. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se défendre et riposter quand on les attaque. Et ils montrent qu'ils sont capables d'encaisser tout ce qu'on leur envoie, tout en continuant à répondre. Donc, objectivement, ce qu'ont dit Abbas Araghchi et Patrick Henningsen, c'est tout simplement vrai. Mais ce message, Trump ne l'a pas compris. Comme vous l'avez vu avec l'amiral Howard, il dit qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Je vais d'ailleurs vous montrer les premières secondes de cette séquence. Écoutez bien ce qu'il dit au tout début. Comment vous trouvez l'avancement jusqu'à présent? Excellent. Ça renforce l'idée que le gouvernement peut faire tout ce qu'il veut. Mais est-ce vraiment le cas? Tout ce qu'ils veulent. Sérieusement, il est aveugle ou quoi? Ce que j'ai dit juste avant de passer cet extrait, rien que ça, devrait suffire à n'importe quelle personne raisonnable pour se taire, au lieu de se ridiculiser. Et en plus de ça, ce qu'il a fait, si le président Trump l'a écouté, l'humiliation n'est pas terminée. On verra bien où tout ça va mener. Mais on a aussi reçu Larry Johnson cette semaine, et lui disait qu'on ne peut pas leur imposer ça. Peu importe ce que pense l'amiral Howard, le général Keane, le général Kellogg, Mike Pompeo, tous ceux qu'on vous a montrés encore hier, malgré leurs opinions. Larry Johnson, lui, un message différent. En résumé, c'est simple. Les États-Unis n'ont pas la puissance militaire nécessaire pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Point final. Ils ne l'ont pas. Alors arrêtons de nous mentir, de faire semblant en disant « Oh, on peut écraser les Iraniens ». Ils ne l'ont pas fait pendant les 40 premiers jours. En fait, si on revient un peu en arrière, on peut se demander qu'est-ce qu'il y avait de particulier le 7 avril. C'est à ce moment-là qu'un premier cessez-le-feu a été proposé. Et il a fallu attendre jusqu'au 15 avril pour que les États-Unis coupent le soutien à Israël et au Liban. Pourquoi ces dates-là? Eh bien, si on remonte encore, quand le détroit d'Ormuz a été fermé le 28 février, il restait encore des pétroliers qui avaient réussi à sortir, chargés de pétrole. Ces navires continuaient donc leur route vers leur destination finale, comme les États-Unis. Combien de temps faut-il pour naviguer du détroit d'Ormuz jusqu'à, disons, Houston? 42 jours. Ah bon? Comptez les jours, le 7 avril, le 15 avril. Donc le pétrole qui était en mer arrivait enfin. En réalité, on n'a pas eu de pénurie avant avril, autour du 7 ou du 15 avril. C'est là que la pénurie a commencé. Et tiens, quelle coïncidence! C'est justement à ce moment-là que Trump s'est dit « Bon, lançons un cessez-le-feu » après 5 semaines de guerre avec l'Iran.
Voilà ce qui va écraser l'économie américaine. La capacité des États-Unis à maintenir des opérations de combat va vraiment être remise en question d'ici 2 ou 3 semaines. Parce qu'en plus d'épuiser des systèmes d'armes qu'on ne peut pas remplacer, il va y avoir ce problème de hausse des prix du diesel et du carburant d'aviation. Oui, et si on ajoute à ça le problème de l'eau, qui pourrait bien se produire ici, et la crise que ça pourrait déclencher, on a de vrais soucis qui arrivent. Et n'oublions pas que l'un des points qu'elle a soulevés à propos de nos stocks de missiles est crucial dans ce débat, dans la situation qu'on traverse. Je ne sais pas pourquoi, mais Jack Keane n'en parle pas, l'amiral Howard non plus, Mike Pompeo pas davantage, aucun d'eux. Vous n'avez entendu aucun de ces responsables reconnaître qu'il y avait une pénurie. Et souvenez-vous, pendant les 40 premiers jours, on était autour de 45%, certains estimaient même plus, de nos principaux systèmes de missiles, offensifs et défensifs. Et là, ça fait 7 jours d'affilée qu'on continue à utiliser presque toutes ces catégories. Qu'est-ce que ça a fait à nos stocks? Et qu'est-ce qui va se passer maintenant si l'Iran fait ce qu'il dit et que le protocole d'accord est terminé? En gros, on revient à la case départ. On est, je dirais, à peu près au 8 avril, ou peut-être plutôt au 6 avril avant que tout ça ne commence. On est simplement de retour en guerre. S'ils reprennent une guerre à plein temps, et franchement, pourquoi ne le feraient-ils pas? Il n'y a plus de cessez-le-feu. Trump lui-même a déclaré que c'était fini, et il vient de le prouver pendant 7 jours d'affilée. Donc, ce serait idiot pour l'Iran de continuer à limiter ses frappes. Et on dirait bien que maintenant qu'ils ont atteint la limite de leur patience, c'est terminé. Ils vont simplement admettre que les États-Unis ont relancé la guerre. Et donc, voilà, c'est reparti. Ils vont frapper, et frapper fort, très bientôt. Alors si ça tourne à une guerre totale, où ce n'est plus juste quelques tirs isolés qu'on décide de lancer ici ou là, mais une vraie guerre ouverte, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on ne va pas revenir au même niveau de frappe qu'au tout début, quand un grand nombre de missiles offensifs traversaient le pays en permanence? On va devoir relancer toutes ces missions aériennes. Et souvenez-vous, on a perdu une 40aine d'appareils au total, des hélicoptères, des avions à voilure fixe et des drones MQ-9 Reaper. Donc le ciel n'est pas entièrement à nous. On a la supériorité aérienne, oui, mais pas un contrôle absolu. Oui, nous n'avons pas la suprématie aérienne. Il reste un risque du côté iranien. Mais le vrai problème, ce sont les missiles. Doug McGregor a dit quelque chose d'intéressant plus tôt cette semaine. Il a dit on dirait qu'on essaie de se battre jusqu'au dernier missile. En Russie-Ukraine, on disait qu'on se battait jusqu'au dernier Ukrainien. Eh bien, dans cette guerre, on va se battre jusqu'au dernier missile. Que va-t-on faire? C'est crucial. Que ferez-vous, Monsieur le Président, si l'Iran met sa menace à exécution ou simplement continue sur sa lancée en restant dans une logique de représailles? Voilà, c'est tout pour TED, etc. Donc, ce qu'on leur fait, ils nous le rendent, et ça reste plus ou moins limité comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais si ce n'est plus 7 jours, mais 17 ou 70? Combien de missiles tu comptes encore tirer? Et si l'Iran continue de résister en disant « Non, on a tenu 8 ans de guerre, on peut encaisser, vous ne toucherez jamais nos bases dans la montagne. » Franchement, je ne vois pas ce que tu imagines. Tu ne vas pas les anéantir. Tu n'ouvriras jamais le détroit d'Ormuz, parce qu'ils auront toujours de quoi frapper les navires. Ils auront toujours un moyen de les intercepter, même dans 70 jours. Alors, qu'est-ce que tu feras à ce moment-là, quand on n'aura plus de missiles? Commencez à puiser dans les vieux stocks, à ressortir quelques packs 2 ou d'autres systèmes du genre qui ne peuvent plus intercepter grand-chose aujourd'hui. Utilisez simplement certaines de ces vieilles bombes. Bon, d'accord, pourquoi pas.
Dans une certaine mesure, vous pouvez les employer. On en a sans doute encore un bon nombre de ces bombes d'ancienne génération, mais elles ont des charges plus petites. Elles sont moins précises. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez juste frapper des cibles en surface. Et bien sûr, ça ne prend même pas en compte l'hypothèse où le camp iranien ferait ce que le professeur Morandi a évoqué, ou ce que certains autres responsables comme Mohsen Rezaei ont suggéré, s'ils se mettent à viser les infrastructures énergétiques ou s'ils s'en prennent aux installations de dessalement. S'ils s'en prennent au Bab el-Mandeb, voire même à la partie nord de la mer Rouge, et qu'ils rendent toute cette zone inutilisable, qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? C'est ça qui me rend fou. On dirait qu'on n'y pense jamais. Mais il va falloir commencer à y réfléchir, parce que ça pourrait bien nous tomber dessus très bientôt. Écoutez, avant de vous laisser partir aujourd'hui, il y a encore une chose que je veux vous montrer. Je vais demander à Gary de venir nous rejoindre. On veut jeter un œil à quelque chose. Ah pardon, non, j'ai oublié un détail. Excuse-moi Gary, j'avais complètement oublié. Scott Ritter, justement à propos de l'économie, je ne veux pas l'oublier, parce qu'il a soulevé d'excellents points sur les risques économiques potentiels si on continue dans cette direction. En ce moment, on est vraiment en pleine crise. C'est une course pour savoir quelle économie va être la plus durement touchée. Est-ce que les États-Unis peuvent affamer la Chine? Avant que certains ne disent non, évidemment que non. Il faut bien comprendre une chose. Trump a reconnu avoir signé le protocole d'accord parce qu'on n'avait plus de gaz, plus de pétrole. J.D. Vance a dit oui, mais ce protocole ne vaut que jusqu'à ce qu'on reconstitue nos réserves au niveau qu'on souhaite. Donc le fait qu'on agisse maintenant, c'est selon un calendrier décidé par les Américains. Trump a choisi d'agir à ce moment précis, ce qui veut dire qu'il a fixé une date qu'il pense favorable pour atteindre ses objectifs. Maintenant, il s'est déjà trompé par le passé. Je ne dis pas que c'est une garantie de succès, mais je pense que la quantité de pétrole mise de côté pour stabiliser l'économie américaine joue un rôle important. En face, la quantité de pétrole dont la Chine a besoin pour stabiliser son économie et continuer à croître est considérable. Et nous pensons pouvoir tenir plus longtemps que les Chinois. Nous pensons pouvoir amener les Chinois à dire aux Iraniens « Vous n'avez pas le choix, vous devez accepter un accord de compromis. » Trump n'obtient pas 20%, mais 2%. C'est ça le pari. L'objectif, c'est de pousser les Chinois et les Russes à faire pression sur les Iraniens pour que les États-Unis obtiennent une part du détroit, ou au moins un arrangement qui permette à Trump de dire « Ce n'est pas un détroit iranien, c'est un détroit américain », même si ce n'est que 2%. Je pense que c'est exactement le jeu qui se joue ici. C'est la même chose avec la Russie. Encore une fois, Vladimir Poutine cherche une stabilité à long terme. Le facteur le plus déstabilisant pour les investissements en Russie, ce sont les prix élevés de l'énergie. Eh bien ça, ajouté aux attaques de drones ukrainiens qui continuent, mais on pourra en reparler plus tard, ces attaques diminuent et la Russie a repris la situation en main. Mais les prix élevés de l'énergie, c'est ce qu'on appelle le climat d'investissement. Et la Russie a des stratégies à long terme qui dépendent de scénarios de croissance, et ces scénarios exigent de la stabilité. Je pense aussi que les États-Unis misent sur le fait que la Russie fera pression sur l'Iran pour accepter une sorte d'accord de compromis afin de rouvrir le détroit, avec bien sûr une présence américaine dans l'affaire. C'est le jeu, à mon avis. Et qui est embracement? Oui, et bien sûr, toute cette histoire autour du jeu, je pense que c'est terminé maintenant. Je crois que depuis qu'on a eu Scott dans cette émission, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à frapper des centrales électriques à l'intérieur de l'Iran. On a frappé l'usine de dessalement d'eau, on a frappé des ponts. Donc pour moi, c'est fini. D'ailleurs, ce n'était déjà plus le cas à l'époque,
puisque l'Iran n'avait rien déclaré. Et je viens de vérifier les infos à l'instant. Le ministère des Affaires étrangères confirme que le protocole d'accord est mort. Il est mort, donc c'est terminé. Il n'y a plus de protocole, plus de cessez-le-feu. La guerre continue, tout simplement. Et si on poursuit dans cette direction, je pense que ce que le général Rezaei a dit va probablement se réaliser. On verra si ce ne sont que des paroles creuses ou pas. Mais je pense que si on continue comme ça, si aujourd'hui c'est le 8e jour d'affilée, et si demain c'est le 9e, alors je soupçonne que le 10e jour, on va voir quelque chose revenir dans l'autre sens, quelque chose de différent de tout ce qu'on a vu pendant les 7 premiers jours. On verra bien ce qui se passe. Mais je ne pense pas qu'il y aura encore des mains dans le cambouis, ou quoi que ce soit d'autre, parce qu'il n'y a tout simplement aucun chemin rationnel du côté iranien pour qu'ils prennent en compte qui que ce soit d'autre qu'eux-mêmes à propos du détroit d'Ormuz. Et d'ailleurs, ils ont aussi dit hier, plusieurs commentateurs iraniens l'ont répété, qu'il n'y aurait absolument aucune négociation. Nous ne reviendrons jamais, absolument jamais, à la situation du détroit d'Ormuz telle qu'elle était avant le 2 mars, quand ils en ont pris le contrôle total, quelles que soient les circonstances. Donc il n'y aura plus d'autres acteurs dans l'affaire. Ce sera uniquement eux, et on risque de se retrouver dans une situation durable, avec des conséquences profondes pour notre sécurité nationale et notre sécurité économique. On va attendre de voir comment tout ça va évoluer. Mais je veux quand même aborder un autre point, qui est un peu lié. Gary, si tu peux, rejoins-nous. J'aimerais qu'on regarde quelque chose dont on n'a pas eu le temps de parler quand le président Trump a donné son interview à Trey Yingst il y a quelques jours. On avait surtout parlé de ce qu'il disait à propos de la guerre ici. Mais Gary, il y a une chose qu'il a dite, et Trey Yingst lui a posé, et je lui reconnais le mérite, même si je le critique souvent, une question difficile. Il lui a demandé, à propos du premier jour, quand on a frappé un groupe de jeunes Iraniens dans cette école, est-ce qu'on a mené une enquête? Et si oui, est-ce qu'on va en assumer la responsabilité? Oui, tout à fait. Vous savez, on n'en a presque pas parlé, ça n'a pratiquement pas été diffusé, et ça n'a pas fait beaucoup de gros titres. Alors je suis content qu'on en parle ici. Les démocrates ont publié une lettre demandant à votre administration de rendre publics les résultats de l'enquête sur une frappe qui a tué plus de 100 enfants le premier jour de la guerre. Est-ce que vous vous engagez à publier les conclusions de cette enquête? Eh bien, il faudrait que j'en parle aux généraux qui s'en occupent, parce que ce sont surtout eux qui gèrent ça. Vous savez, je ne pense pas que quelqu'un pourra jamais dire avec certitude ce qui s'est passé là-bas. Il y a des images de ce site qui montrent des fragments qui semblent provenir de missiles Tomahawk américains. Est-ce qu'il est possible qu'une vieille information ou une erreur commise pendant une période très intense du conflit ait conduit à cet incident? C'est vrai, mais il est aussi possible que les images que vous avez aient été générées par une intelligence artificielle. Je sais qu'on attend un rapport définitif, mais je ne pense pas qu'un tel rapport soit vraiment possible. Est-ce que vous le publierez une fois qu'il sera terminé? Je suppose que oui. Enfin, je veux dire, il faut que je demande aux responsables militaires. Il peut y avoir une raison pour laquelle ils ne peuvent pas le faire. Bon, pour rappeler un peu le contexte. Quand il dit que c'est une information générée par l'intelligence artificielle, il faut se souvenir que, quand cette guerre a commencé, certaines des premières rumeurs parlaient bien sûr de l'assassinat de leur guide suprême, Ali Khamenei. Et puis, il y a eu cette frappe-là. Plusieurs cibles du corps des gardiens de la révolution iranienne ont été touchées. Tout ça faisait partie de notre première salve. L'idée que ce bâtiment, au milieu de tous les autres qu'on a frappés,
Et il y a des vidéos qui montrent clairement ce qui ressemble à un missile de croisière Tomahawk touchant l'école. Donc, ce n'est pas comme si on se fiait simplement à la parole de quelqu'un. Et puis quand on regarde les images qui sont sorties, il est tout simplement inconcevable que quelqu'un d'autre que les États-Unis ait lancé ce missile, parce qu'il n'y avait pas encore de guerre à ce moment-là. C'était le tout premier tir. Qu'est-ce que t'en penses, Gary? Oh, Danny, en gardant tout ça en tête, en plus de tout ça, et même en dehors de ça, Danny, est-ce qu'il y a quelque chose qui résume vraiment le genre d'homme qu'est Trump, avec ce genre de réaction face à ce qui se passe? Le fait qu'il veuille éviter les faits, non? Il a dit, tu sais, écoute, si on apporte les faits, est-ce que tu vas publier le rapport? Il n'a même pas voulu s'engager là-dessus. Il a répondu, eh bien, je ne sais pas. On verra ce que dira la communauté du renseignement. Ça montre. C'est déchirant, c'est révoltant. C'est tout ce qu'on ne veut pas voir chez un dirigeant. Tout. Je pense que plus que tout le reste, ça montre le vrai caractère de Trump. Eh bien, difficile de contester ça. Et vous savez, parfois, des choses terribles arrivent en temps de guerre. C'est une erreur, des données de ciblage obsolètes, un missile qui dévie. Oui, allez savoir. À quel point serait-ce difficile de dire que c'était le brouillard de la guerre? C'est horrible. C'est atroce. Mais bon sang, il faut qu'on découvre la vérité, qu'on sache ce qui s'est vraiment passé. Et ensuite, il faut s'excuser, se mettre à genoux et reconnaître à quel point c'était terrible. Ce serait si difficile pour lui. Et puis, d'une certaine manière, sur le plan du caractère, ce serait presque héroïque d'avoir le courage d'avouer ça. Mais il n'oserait jamais faire un pas dans cette direction. Oui, et je suis d'accord avec vous. Je pense que ça montre vraiment le caractère et le cœur du président Trump. Parce qu'en plus de refuser toute responsabilité, il n'a aucune empathie humaine. Il ne se soucie pas que des enfants soient tués. Pendant ce temps, on utilise toutes sortes d'attaques contre n'importe qui de notre camp, que ce soit en Israël ou ailleurs. Et on veut toujours mettre en avant que, oh, les enfants ont été touchés, les personnes âgées, les civils. On le fait toujours quand c'est de notre côté. Mais là, quand c'est de l'autre côté, même si c'était une erreur liée au brouillard de la guerre, et j'en doute, je ne crois pas qu'on ait délibérément commencé par frapper une école. J'aime à penser que même ça, c'est une limite que les Américains qui ont établi la liste des cibles n'auraient pas franchie. Ça ne vient pas de la Maison-Blanche. Donc j'imagine que c'était probablement une erreur. Mais il faut le dire, ça nous attriste profondément. Notre problème, c'est le gouvernement de Téhéran. Notre problème, c'est le corps des gardiens de la Révolution. Peu importe. C'est une erreur terrible. On fera tout ce qu'on peut pour que ça ne se reproduise pas, puis on passera à autre chose. L'affaire aurait été oubliée depuis longtemps, ou du moins par beaucoup de gens. Pas par le peuple iranien, bien sûr. Eux, ils n'auraient jamais oublié. Et maintenant, c'est encore moins le cas. Mais en agissant ainsi, en laissant cette histoire revenir sans cesse, en essayant de la dissimuler, on donne une mauvaise image de nous, même auprès de nos alliés. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là là. Oui, bien sûr. Mon Dieu, c'est tellement méprisable. Et le peuple américain, c'est pour ça, je pense, que tout ça n'a pas eu beaucoup d'écho. Et c'est aussi pour ça que je suis vraiment contente qu'on en parle. Parce que les gens ne savent pas quel genre d'action sournoise il veut mener contre quelque chose qui devrait être exposé en pleine lumière, pour que tout le monde sache exactement ce qui se passe. On pourrait enfin faire preuve d'un peu d'intégrité. Mais là, il n'y aura absolument aucune intégrité dans cette démarche. Et vous savez, on a de bonnes chances. On va suivre notre chaîne d'ici peu, mais demain matin, vers 8 heures, on aura sans doute une interview avec Suleiman Ahmed. Il vient tout juste d'interviewer Bagay,
le porte-parole du ministère des Affaires étrangères en Iran. C'était hier, en fait, une interview incroyable. J'ai vraiment hâte de lui parler et de partager certaines de ses observations sur ce qu'il a appris pendant cet entretien. Mais l'une des choses qu'il nous avait dites la dernière fois qu'il est venu dans notre émission, c'est que pendant cette cérémonie, les funérailles du guide suprême, qui ont traversé plusieurs villes, il y avait, en plus de tous les drapeaux appelant à la vengeance et à la résistance, autre chose qui revenait sans cesse, des photos d'enfants, des échantillons de chaussures, des sacs à dos, pour symboliser les pertes, et ainsi de suite. Il disait que tout cela reste encore aujourd'hui très présent dans leurs esprits, que c'est ce qui les anime et les pousse à ne jamais abandonner. Et je pense qu'on ne reconnaît pas assez à quel point ce genre d'action renforce la détermination de l'adversaire et le rend beaucoup moins enclin à céder sur quoi que ce soit. Oui, tout à fait. Oui. Et écoutez, d'une certaine façon, c'est comme un 11 septembre, pour leur culture, pour leur pays. Je suis sûr que c'est comme ça qu'ils le perçoivent. C'est dire à quel point cet acte a été grave. Oui, je pense que oui. C'est un peu comme le 11 septembre, Pearl Harbor, ou le souvenir de l'Alamo, ce genre d'événement. Ça marque profondément une population. Et ça ne disparaît pas. Surtout quand on voit qu'on ne prend même pas la moindre part de responsabilité, parce que sinon, ça donnerait l'impression que c'était vraiment intentionnel. Ils n'admettent même pas que ça s'est produit. Ils ne disent même pas que c'était un accident. Ils font comme si, oh, ça n'était même pas arrivé ou un truc du genre. C'est l'intelligence artificielle, paraît-il. Et j'imagine que pour les familles, ça a dû être encore plus révoltant. Oui. C'est pas bon du tout. Oh là là, balancer ça comme ça, genre, ah, ça pourrait être de l'IA. Ah bon? Sérieusement? Et t'as sorti ça d'où? Franchement, c'est gênant. Tragiquement gênant. Oui, c'est ça. Et franchement, ce n'est pas rassurant si c'est ce genre de personnes qui décident si on s'enfonce davantage dans une guerre au Moyen-Orient ou si on se retrouve entraîné dans un conflit en Europe. Pas vraiment bon signe. Non, pas vraiment. Daniel, écoute. Ne restons pas sur cette note, si tu veux bien. J'aimerais qu'on se change un peu les idées. Je me demandais... Wow. D'accord, c'est quelque chose, ça. Crois-le ou non, Danny, mais c'est pas la fin de l'histoire. Parce que RFK a entendu parler de tout ça. Et alors ils l'ont fait venir, tu vois. Ils lui ont dit, il faut que tu vois ça, parce que tu sais comment est RFK. C'est un vrai passionné, comment dire. Un peu étrange, oui, mais il respecte profondément la nature. Enfin, je ne veux pas le dire comme ça, mais disons qu'il a toujours eu une vraie admiration pour la nature et la vie sauvage, depuis toujours en fait. Et il pense que chaque espèce, des mammifères aux reptiles, joue un rôle essentiel dans l'équilibre des écosystèmes et mérite d'être protégée. Donc il a toujours été un vrai défenseur de cette cause. Alors, pour ne pas rester en retrait, il s'est dit, bon, on va aller voir ce que c'est vraiment, cet endroit. Il a voulu vérifier par lui-même si ce bison pouvait vraiment être, disons, respectueux des animaux. Et franchement, je trouve qu'il a fait un travail remarquable avec ce bison. Ah oui, surtout le port à deux. Regarde-moi ça. Là, c'est de la vraie force dans les bras. Voilà, c'est parti. Et Kennedy, franchement, il ne va pas se laisser dépasser, hein? Eh bien, apparemment, il s'est fait dépasser. Pas mal du tout. Regarde-moi ça. Regarde ça. Chapeau à RFK Junior, franchement. Mais je parie qu'il va gagner. Je parie que RFK est plus malin. Je parie qu'il va remporter ce match. Voilà, c'est dit. Enfin bref. Ah là là, je voulais juste en parler. L'administration Trump a eu quelques bons moments et RFK Junior en fait partie. Et juste pour que tout le monde le sache, je n'étais pas au courant que ça allait arriver. Oui, je les ai découverts en même temps que vous, là. Mais bon, c'est une bonne façon de conclure, Gary.
En effet, l'ambiance a été un peu sombre. Bref, on espère vous retrouver demain matin à 8h avec Suleiman Ahmed pour des analyses vraiment incroyables, uniques, exclusives même. On verra ce qu'il a découvert demain. Mais si quelque chose se passe d'ici lundi matin, restez connectés ici. On vous en parlera, c'est sûr. Sinon, on se retrouve alors dans le Daniel Davies Deep Dive. En effet. We'll see you then on the Daniel Davis Deep Dive. Indeed.